Et en fait, on commence l'arabe classique, alors je crois que c'est en 6e en fait, alors avec un double effet. C'est quelque chose qui correspond bien aux attentes de la population dont l'arabe est la langue parlée en Algérie. En même temps, ça a un effet, là pour le coup, il y avait déjà plus beaucoup d'Européens. Alors les quelques Européens qui n'apprennent même pas la dérija. Enfin, c'est toute la difficulté en fait en Algérie de populations qui ont vis-à-vis de l'apprentissage des langues des besoins qui ne sont pas les mêmes. Et là moi je ne connais pas justement, parce que je ne suis pas allé jusque-là, je n'ai pas étudié les politiques linguistiques des années 50 et de la période de la guerre. Parce que là, très clairement, pendant la période de la guerre, on va avoir beaucoup de nouveaux professeurs d'arabe, ça dure très très peu de temps, mais je ne sais pas ce qu'ils enseignent réellement. En tout cas, malgré tout, pour ce qui est du nombre des certifiés et des agrégés, on voit bien qu'il y a, après 1945 et grâce à Massignon, il y a, disons, beaucoup de postes au concours de l'agrégation, beaucoup de postes, comparativement à ce qui est d'entre-deux-guerres. Alors des postes qui sont certes surtout emportés par des Marocains et surtout par des Tunisiens. Donc ça veut dire qu'il y a une conscience du côté des autorités académiques françaises qu'il faut essayer de récupérer un peu ce qui n'a pas été fait. Mais pour l'Algérie, faudrait être sans doute, ça mériterait un travail beaucoup plus en détail. Le nombre de professeurs d'arabe, ça augmente, mais ça dure très très peu de temps. Et se pose aussi la question de qui va-t-on recruter. C'est vraiment un problème de formation. Mais en revanche, il n'y a pas eu. Alors, je parle aussi des établissements de type français, des collèges et des lycées, surtout étudiés pour la période 1900-1930. Il y avait quand même un maintien de l'enseignement de la langue arabe avec très peu d'élèves. Il y avait très peu d'élèves musulmans qui accédaient à l'enseignement secondaire. Et une tendance à ce que les étudiants européens désertent ces cours, en particulier chez les filles d'ailleurs, à tel point que je prends l'exemple de Geneviève Humbert, qui est une arabisante qui a grandi en Algérie, qui n'a pas du tout appris l'arabe en Algérie, qui a appris l'arabe après 62 en France, avec un côté très militant. Et elle me disait, mais il n'y avait pas d'arabe dans mon lycée. En fait, si, j'ai quand même la preuve, j'ai un professeur, j'ai un bulletin. Elle ignorait que dans son collège, dans son lycée de jeunes filles, il y avait un enseignement d'arabe. Alors de fait, il y avait 3 élèves, mais c'était visiblement, ça existait, et ça n'existait pas. Et moi, ce que je peux dire aussi, vu d'Égypte, dans ces années-là, et dans le milieu des écoles privées françaises, enfin plutôt les écoles catholiques françaises, mais aussi la mission laïque. L'enseignement de l'arabe, il était pensé non pas pour faire de l'arabe classique, mais pour arabiser ce qu'on appelait les orientaux, et donc les rendre plus intégrables à l'Égypte nouvelle. Mais là encore, les orientaux, c'est-à-dire les gens les syro-libanais, qui eux s'étaient fortement francisés. Et donc il s'agissait aussi de les renvoyer et de leur faire apprendre l'arabe en évitant, je dirais, le réflexe et la tendance naturelle à faire du français la langue unique étudiée et l'arabe une langue qui était un peu un patois. Enfin, juste en fait, je suis un peu lent à réagir. Là aussi, mon point de vue, il est biaisé, si vous voulez, parce que là, je ne parle que du milieu académique, donc du monde des arabisants. Et quand je dis qu'il y a une conscience qu'il faut développer l'enseignement de la langue arabe, il y a des freins considérables localement. Le grand exemple, c'est les instituteurs.
quand en fait, alors là aussi c'est pas précis dans mon esprit, mais il me semble qu'il y a, peu avant l'indépendance, l'idée qu'il faut introduire de l'arabe dans les classes primaires, parce que là aussi, le gros problème, c'est que là, je ne parlais que du secondaire, il n'y a pas d'enseignement de l'arabe, enfin, un tout petit peu, mais ça ne marche pas. En Algérie, il n'y a pas d'enseignement d'arabe dans les classes primaires. C'est quand même ça l'essentiel de l'enseignement général. Quand il y a cette volonté d'introduire l'arabe dans l'enseignement primaire, il y a une levée de bouclier de l'instituteur, disant mais ça ne va pas du tout, déjà ils ont du mal, les enfants musulmans déjà ont du mal à apprendre à lire et à écrire. Ça apparaît évident qu'il faut apprendre le français, et donc il est hors de question qu'on les perturbe encore plus à vouloir introduire un enseignement d'arabe. Donc là, les résistances localement, elles sont sans doute, elles sont considérables, et ça vient sans doute plus en écho avec ce que vous avez vécu que ce qui se dit et ce qui se passe chez l'inspecteur général, voire au rectorat, dans la haute administration. Hélène ? J'avais deux questions, une à laquelle tu répondras sans doute très rapidement. La pertinence de la date butoir de 1830, quelle est-elle exactement? Voilà, est-ce que c'est une histoire de 1930. De 1930, pardon. De 1930. Est-ce que c'est une histoire de D'essoufflement de Thésard. L'essoufflement de Thésard. En réalité, le sujet de thèse avait été porté sur l'ensemble de la période coloniale. Et en fait, là, jusqu'en 1930, je peux dire que j'ai quand même regardé les choses assez près. Oui. Et ensuite, comme là, mes réponses, elles sont beaucoup plus floues. Il y a un travail d'archives qui reste à faire sur les années 50, 60. Qui n'a pas été fait par d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'état de la littérature historienne. Non. Et il y a aussi tout un travail intéressant à faire sur ce qui se passe après l'indépendance, et en particulier sur les agrégés. Donc là, il y a eu des travaux qui ont été faits, malheureusement, qui sont restés inédits en Tunisie. En Tunisie, il y a eu un travail d'un agrégé d'arabe, un agrégé d'après l'indépendance, qui avait justement, je pense, aussi interrogé la génération d'avant, et qui a été... en fait, c'était l'objet d'une communication, d'un colloque pour le centenaire de la nation d'arabe. Il avait fait une communication, mais je sais pas, il y a eu un problème, on ne lui a pas demandé son texte, donc il n'a pas rendu son texte, et puis son texte existe, mais il est perdu dans le dossier. Donc c'est un texte qui est manuscrit et inédit. La deuxième question, c'était un peu sur les grands idéotypes qu'on a en tête qui voudraient qu'il y ait une sorte de modèle français de l'administration coloniale universaliste, enfin, avec une pensée relativement universaliste de la colonisation, un modèle britannique beaucoup plus pragmatiste. Est-ce que tu as eu l'occasion de tirer des fils à partir de la démonstration de la complexité de l'articulation dans le temps, le fait qu'on n'ait pas une articulation unique entre administration coloniale et politique linguistique? Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, tu as eu l'occasion de tirer des fils comparatistes sur comment on s'y était pris du côté de... Alors, pas vraiment. Un tout petit peu dialoguer avec des historiens de l'Inde et sur la politique linguistique britannique en Inde, mais pas suffisamment pour creuser. Je pense que là, par exemple, entre la politique menée en Tunisie et en Algérie, il y a déjà... Je pense que la politique du protectorat, sans doute, se rapprocherait d'une politique britannique, et pour le Maroc, d'arriver elle a dit qu'il y avait quand même beaucoup de points communs. Et donc peut-être que c'est pas tant en fait français contre britannique que Algérie qui est quand même très particulier et des protectorats disons qui sont pas des colonies de peuplement avec en fait une administration indirecte et un investissement autre. C'est quand même peut-être le modèle le plus général, disons. L'Algérie étant quand même quelque chose d'assez... à la Libye, je ne connais pas très bien, je crois que la Libye, c'est aussi colonisation totalement. C'est peut-être plutôt Algérie-Libye si on avait à comparer.
pour les agrégés, pourquoi ce serait intéressant, c'est aussi l'avenir de ces agrégés d'arabe dans les États indépendants et leur position de pouvoir. En Tunisie, ça a donné quand même des ministres, et semble-t-il, en Algérie, moi je ne connais pas bien, mais une sorte de vulgate tendrait à dire que finalement ils étaient plutôt ne pas occupés des positions qu'ils auraient pu occuper. En tout cas, on a un exemple on va m'échapper, quelqu'un qui est devenu donc un agrégé d'arabe qui finalement, qui était en fait, disons, dans une position très inconfortable, qui avait beaucoup d'anciens élèves qui ont été d'ailleurs nationalistes et des grandes figures donc, de la lutte pour l'indépendance algérienne, mais qui en même temps était devenu inspecteur justement dans cette politique de promotion de musulmans à des postes de cadre, et puis qui a dû quitter parce qu'il était en danger l'Algérie. C'était Mohamed Haj Sadok. Et en fait, il devient inspecteur d'arabe en France. Finalement, ne met pas en fait, il ne va pas travailler pour l'Algérie indépendante. Et Jamaleddine Bencher sera professeur à la Sorbonne. Elisabeth. Oui, je me demandais si donc le mandat français en Orient, ça commence après la Première Guerre mondiale. Est-ce que la présence française donc, au Proche-Orient, qui est beaucoup plus tardive qu'au Maghreb, a entraîné, disons, certains de ces arabisants vers le Proche-Orient, oui, un peu plus qu'avant, et du coup eu une influence, changé un peu le rapport de ce milieu savant, oui, en tout sur cas, il y a... ces questions linguistiques. Alors, j'ai donné le cas de Jean Le Serre. Il y a en tout cas des circulations, donc là, à Robert Montagne, donc il y a bien des circulations qui, je pense, d'ailleurs, sont, du côté de l'administration, sont plutôt favorisées. Donc il y a des effets, et on pourrait, alors, là encore, si on prend l'Algérie, il peut y avoir des effets pour ceux qui ensuite vont revenir en Algérie, et là encore, je pense que là aussi, la différence, elle se fait entre Algérie et le reste, en fait, avec ceux qui ont une expérience marocaine, tunisienne ou dans le mandat, qui n'ont pas les mêmes approches que ceux qui sont restés complètement en Algérie ou entre la métropole et l'Algérie. Ce qui change aussi beaucoup après la Première Guerre mondiale, c'est le développement du transport et du transport aérien, qui permet en fait aux professeurs des langues orientales de passer la moitié de l'année au Maghreb et l'autre moitié à Paris. Donc on a aussi c'est pas le même rapport, c'est pas le même ancrage. Donc le répétiteur continue à faire l'enseignement à Paris. C'est aussi, c'est en fait quelque chose qui est soutenu par l'administration en considérant que passer 6 mois à Tunis, à Rabat, c'est une façon de continuer pour ces professeurs à garder le contact en fait avec les sociétés. Donc c'est favorable à leur enseignement. Et donc on a des effets de la révolution des transports. Mais la même chose Est-Ouest. Alors qu'il y a quelques cas de circulation, mais qui sont rares avant 14, c'est beaucoup plus fréquent et ça marque sans doute le rapport à la langue. Au fond, en un sens, je ne suis pas spécialiste, j'imagine, en réfléchissant. Au Proche-Orient, enfin la Narda, elle est quand même surtout proche-orientale, plus que le maghrébine, il me semble. Donc du coup, le rapport, et en plus il y a des chrétiens au Proche-Orient. Donc le rapport à la culture classique n'est pas exactement le même. C'est peut-être aussi un peu ça. Enfin, je me demande si ça a pu modifier un petit peu. Je veux dire, il y a un développement, disons, d'une production